Bonjour à tous, plongeons aujourd'hui dans l'univers assez fascinant de Willard Van Orman Quine, un philosophe majeur du XXe siècle, vraiment. On va s'appuyer sur ses grands textes du point de vue logique, le mot et la chose, et même sa correspondance avec Carnap pour essayer de comprendre l'essentiel de sa pensée. Oui, bonjour. Notre but, c'est un peu de décrypter comment Keane a vraiment bousculé certaines idées bien établies sur le langage, sur la connaissance, sur ce qui existe réellement, quoi. Son approche est souvent critique, très iconoclaste par rapport aux dogmes philosophiques. Donc, ça secoue un peu les idées reçues, il faut s'attendre à ça. Je tort. Alors, entrons dans le vif du sujet. Un point explosif chez Quine, c'est sa critique de la distinction entre vérité analytique et synthétique. Vous savez, les vérités analytiques, c'est celles vraies par définition, genre un célibataire et non marié. Et les synthétiques qui dépendent des faits, du monde. Lui, il attaque ça de front, notamment dans Deux dogmes de l'empirisme. Il dit qu'on n'a jamais vraiment réussi à définir l'analyticité de manière claire. Exactement. Et pour lui, les concepts qu'il faudrait utiliser pour définir l'analyticité, comme signification ou synonymie, ils sont eux-mêmes un peu flous, quoi. Ils manquent d'un ancrage solide dans l'expérience, dans l'empirisme. Et c'est là qu'on voit son grand désaccord avec Carnap, d'ailleurs. Ah oui, Carnap qui défendait cette distinction. Tout à fait. Carnap, figure majeure du positivisme logique. Leur correspondance, elle est passionnante pour ça. On y voit un débat vraiment profond, acharné même, mais toujours respectueux. Mais l'enjeu est énorme. Si cette distinction tombe, c'est toute l'idée d'une philosophie purement conceptuelle, coupée de la science qui vacille sérieusement. Et ça nous amène directement à son idée d'holisme, je crois. Si un énoncé ne peut pas être vérifié tout seul, Précisément, c'est ça. Pour Quine, nos croyances, c'est comme un immense réseau. Tout est connecté. Le tissu de nos croyances, comme il dit parfois. Aucune croyance n'est intouchable. Même pas les lois de la logique ou les mathématiques. Si on a une observation qui ne colle pas, on peut en principe décider de réviser n'importe quelle partie du système pour que l'ensemble redevienne cohérent. C'est vraiment le système entier qui est confronté à l'expérience, pas juste un énoncé isolé. d'accord. Et du coup, ça change la façon de faire de l'épistémologie, l'étude de la connaissance elle-même. Ah oui, complètement. C'est ce qu'il appelle son épistémologie naturalisée. Au lieu de chercher des fondements absolus, a priori, pour la connaissance, comme on le faisait classiquement en philosophie, Keane dit, regardons comment les humains, concrètement en fait, forment et révisent leurs croyances. Du coup, l'épistémologie, ça devient presque une branche de la psychologie scientifique. On étudie nos processus cognitifs réels. La question, ce n'est plus comment on devrait justifier nos croyances, mais plutôt comment notre cerveau, notre système cognitif fonctionne. C'est fascinant comme approche. Et le langage, alors comment il s'intègre là-dedans? Dans cette vision très basée sur l'observation, le comportement? Eh bien, le langage, il s'apprend socialement. C'est par l'observation des autres. Les tout premiers mots d'un enfant, maman, lait, ce genre de choses, ils sont appris comme des blocs entiers, on dit holophrastiquement. Ils sont liés directement à des stimulations, des perceptions, qui sont partagées publiquement. On voit la même chose, on entend le même mot. La base du sens, pour Keane, c'est ce qu'il appelle la signification stimulus. C'est l'ensemble des stimulations qui pousseraient quelqu'un à dire oui ou non à un énoncé. C'est très comportemental comme définition. D'accord. Mais alors, si tout repose sur le comportement qu'on observe face à des stimuli, comment on peut être vraiment sûr de ce que quelqu'un veut dire? Surtout si on apprend une langue étrangère. C'est là qu'intervient son exemple célèbre, Gavagai, j'imagine. Exactement, on y arrive. L'exemple est fameux. Imaginez un linguiste sur le terrain. Il voit un indigène pointer un lapin et dire « gavagai » à chaque fois qu'un lapin passe. La traduction évidente, c'est « lapin ». Mais Cain demande « comment être sûr ?» juste en se basant sur ce comportement observable que gavagai ne veut pas dire « partie non détachée de lapin » ou « stade temporel de lapin » ou même quelque chose comme « manifestation de la lapinité ». En fait, plusieurs traductions différentes, qui ne seraient pas d'accord sur ce à quoi les mots réfèrent exactement, pourraient être compatibles avec toutes les observations possibles du comportement. C'est ça l'indétermination radicale de la traduction. Ah oui, c'est assez vertigineux comme idée quand on y pense. Cette inscrutabilité de la référence, le fait qu'on ne puisse jamais être totalement certain de ce dont l'autre parle. Vraiment. C'est une des conséquences les plus déroutantes. Oui, déroutantes de sa pensée. Ça découle assez logiquement de son approche comportementaliste et de son holisme. Et il étend cette prudence méthodologique au domaine de l'ontologie.
c'est-à-dire à la question de savoir ce qui existe. Pour lui, une théorie, scientifique ou philosophique, elle s'engage à l'existence des choses qui doivent être considérées comme les valeurs possibles de ces variables quantifiées. Sa formule célèbre, c'est « être », c'est être la valeur d'une variable liée. D'accord. Pourriez-vous clarifier un peu ça? Peut-être avec l'exemple de Pégase, le cheval ailé. Oui, volontiers. Pour dire « Pégase n'existe pas », on a l'impression qu'on parle d'abord d'une entité, Pégase, pour ensuite nier son existence. Ça semble paradoxal. Keane propose de reformuler ça en utilisant la logique des prédicats. On dirait plutôt « il n'existe rien qu'on pourrait appeler X, tel que X est Pégase ». Ou même, de façon un peu plus imagée, rien ne pégasise. L'engagement sur ce qui existe ou n'existe pas, il est porté par le quantificateur « il n'existe rien », qui porte sur des variables, le X, pas par le nom propre Pégase. C'est une façon rigoureuse, via la logique formelle, de déterminer ce qu'une théorie affirme réellement comme existant. Bon, alors si on essaye de résumer un peu tout ça, après ce tour d'horizon rapide, mais quand même assez dense, que faut-il retenir? Je dirais que Quine nous force surtout à re-questionner des distinctions qu'on croyait fondamentales, évidentes, comme analytique, synthétique. Il nous propose une vision de la connaissance qui est vraiment ancrée dans nos pratiques scientifiques, dans la psychologie, dans l'observation du comportement, et puis il soulève des questions assez radicales sur la nature du langage, sur notre accès au monde, avec cette histoire d'indétermination. C'est une remise en cause profonde, oui, de certaines séparations qu'on tenait pour acquises entre philosophie, science, langage. Et c'est intéressant aussi de noter que, malgré ces désaccords très forts avec Carnap sur ces points, leur correspondance montre aussi un immense respect mutuel. Il y a même une dimension humaine très touchante, comme quand Quine a aidé Carnap à fuir l'Europe nazie à venir aux États-Unis. Tout à fait, c'est important de le rappeler. Et peut-être pour laisser une dernière question en suspens. Si Quine a raison, au moins en partie sur cette indétermination de la traduction, sur l'inscrutabilité de la référence, si on ne peut jamais être absolument certain que nos mots visent les mêmes choses, qu'est-ce qui fonde notre capacité à communiquer, à nous comprendre? Est-ce que c'est juste une sorte d'illusion qui fonctionne bien la plupart du temps? Ou est-ce qu'il y a quelque chose de plus profond qui nous lie au-delà du comportement strictement observable? Hmm. Voilà une excellente question pour conclure. Merci beaucoup pour cet éclairage. Et à vous qui nous écoutez, à bientôt pour de nouvelles aventures analytiques.